cancer ne réagissait pas de la même façon au traitement anticoagulant. Au cours du cancer du côlon, le risque hémorragique est surtout important au cours des premiers temps du traitement, et dans un deuxième temps, il y a plus de risque de récidive de la maladie thromboembolique que de risque hémorragique. En revanche, au cours du cancer du poumon, le risque de récidive est majeur et il augmente là encore tout au long de l'évolution, alors que le risque hémorragique reste stable au cours de l'évolution. Chez les patients traités pour maladies thromboemboliques associées au cancer, il y a des incidences d'hémorragie qui sont très variables selon les études, mais je vous rappelle les définitions que l'on utilise. On utilise des saignements majeurs quand ils surviennent dans un site critique, quand ils sont responsables d'une perte d'hémoglobine de 2 points, ou quand il est nécessaire de transfuser au moins 2 kg globulaires. On parle de saignements non majeurs mais cliniquement significatifs quand ils nécessitent une intervention médicale, mais une intervention dévisible et pas seulement un coup de fil, ou alors qu'ils requièrent soit une hospitalisation ou une augmentation du niveau de soins, comme par exemple le passage en réanimation. Et puis les saignements mineurs dans lesquels on mettra les épistaxis, les gingivorragies, les hématomes, les échymoses, lorsqu'ils ne sont pas importants. Depuis une dizaine d'années, dès que les AOD sont survenus sur le marché dans le traitement de la maladie thromboembolique, les cancérologues ont souhaité les tester chez les patients atteints de cancer. Et les premières études ont été réalisées il y a maintenant 5 ans, avec l'évoxaban dans un premier temps, puis le rivaroxaban, et enfin, en dernier lieu, l'apixaban. Comme vous le voyez sur cette plaque, il y avait une bonne efficacité sur les récidives de maladies thromboemboliques quand on utilisait un AOD en comparaison avec de la daltéparine, mais cela était au prix d'une augmentation des saignements majeurs. Il y a une étude qui est différente des autres, c'est l'étude Caravaggio, qui montrait plutôt une bonne efficacité sans augmentation des saignements majeurs. Ces saignements sont survenus essentiellement, et j'en parlerai plus loin, dans les sites digestifs. On s'est posé la question de savoir si ces hémorragies digestives n'étaient pas dues à une concentration élevée des AOD dans le tube digestif proximal avec une inhibition locale de la coagulation. L'étude Caravaggio, comme vous le voyez sur cette plaque, a été réalisée 2 ans après les autres traitements, après les autres études, et vraisemblablement, certains patients qui étaient à haut risque d'hémorragie digestive n'ont pas été inclus dans cette étude, ce qui pourrait expliquer que non seulement le risque hémorragique était moins important dans le groupe apixaban, mais également dans le groupe daltéparine par rapport aux autres études. Sur les méta-analyses, vous voyez qu'effectivement, il y a une augmentation des hémorragies non cliniquement significatives par rapport aux HBPM. Et si l'on compare les saignements majeurs chez les patients qui ont une tumeur gastro-intestinale, très clairement, il y a une augmentation de ces hémorragies dans le groupe traité par AOD par rapport au groupe traité par HBPM. Et alors que chez les patients qui n'ont pas de tumeur gastro-intestinale intraluminale, le risque hémorragique était à peu près équivalent dans les 2 groupes, quoique légèrement supérieur dans le groupe AOD. Les hémorragies majeures qui ont été rapportées dans ces études, comme vous le voyez sur ce tableau, sont essentiellement survenues dans le groupe, elles sont essentiellement survenues dans les tumeurs gastro-intestinales supérieures, essentiellement l'estomac, également dans le côlon, et les autres hémorragies étaient situées dans un petit peu tous les sites. Nous avons maintenant, en dehors des essais, les données de différentes études, en particulier dans le registre Rietté,
où 4700 patients atteints de thrombose associée au cancer ont été étudiés pour savoir quelle est l'incidence des hémorragies au cours des 3 premiers mois de traitement. 200 de ces patients, 4%, ont présenté une hémorragie majeure au cours des 3 premiers mois et 88 patients sont décédés d'une hémorragie. Ça représente moins de 2% des patients, mais c'est assez considérable. Et on retrouve dans cette étude de vraie vie ce que l'on a vu dans les études d'essai, que 50% des hémorragies ont eu lieu au niveau des tubes digestifs, que 20% des hémorragies se sont produites dans les voies génito-urinaires et 10% sont des hémorragies cérébrales. À la suite de toutes ces données, les recommandations de prise en charge des maladies thromboemboliques ont acté que les AOD pouvaient être la première option de traitement des maladies thromboemboliques associées au cancer, à condition que les patients soient considérés comme ayant un faible risque hémorragique et peu d'interactions médicamenteuses, point sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Chez les APPM, où on voit néanmoins qu'elles sont indiquées si les patients ont une tumeur gastro-intestinale intraluminale, c'est-à-dire un cancer de l'estomac non opéré, un cancer du côlon non opéré, le cancer du côlon ayant été réséqué n'est plus à risque hémorragique. Chez les patients qui ont un cancer avec un haut risque hémorragique au niveau du tractus génito-urinaire, c'est-à-dire la vessie ou les urtères, doivent être traités par HBPM. Un cancer du rein à cellules claires n'est pas un risque hémorragique et peut être traité par des AOD. Et puis, des patients qui ont une maladie gastro-intestinale, pas forcément d'origine tumorale, comme un ulcère gastrique ou une colite, et en particulier, j'ai pensé aux colites induites par toutes les immunothérapies, doivent être traités plutôt par des HPPM. En 2018, la société américaine, indépendamment du site des tumeurs, a attiré l'attention des cliniciens sur les interactions médicamenteuses qui pouvaient exister avec les chimiothérapies ou les autres molécules thérapeutiques, telles que certains antibiotiques, certains antifongiques, qui, étant soit inhibitrices, soit inductrices de la PGP ou du cytochrome P450, pouvaient augmenter ou diminuer les taux des AOD. Et cela pouvait avoir des conséquences sur l'efficacité ou la sécurité du traitement. Je vais reparler un petit peu de ces interactions médicamenteuses, mais ceci repose essentiellement sur des études pharmacocinétiques et il y a très peu de preuves en action clinique réelle. Néanmoins, cette étude qui date de 2020 a montré que chez les patients qui avaient un traitement par AOD avec des médicaments interagissant d'un point de vue pharmacocinétique avec plus de saignement que chez les patients qui n'avaient pas ces mêmes molécules. Je vais détailler un peu plus après. Alors, les anticancéreux ne se comportent pas tous de la même façon et il faut surtout avoir l'attention attirée par les inhibiteurs majeurs du cytochrome 450 et je vais attirer votre attention sur l'apalutamide qui est un traitement du cancer de la prostate qui représente une contre-indication quasiment absolue avec les AOD en raison de sa très forte inhibition du P450. L'enzalutamide, qui est également un traitement inhibiteur du cytochrome, l'est probablement à un taux un petit peu moindre et serait probablement moins dangereux. L'attention vous a été très attirée sur des inhibiteurs modérés du cytochrome, comme le pazopanib, le crizotinib, que l'on peut utiliser dans les cancers du rein, dans les cancers bronchiques non à petites cellules. Et ces interactions ne sont pas actuellement, dans les études de vraie vie, très préoccupantes. Les inhibiteurs du cytochrome pourraient diminuer l'efficacité des AOD, et nous sommes en règle générale beaucoup plus
préoccupés par le risque hémorragique que par le risque de récidive de la maladie thromboembolique. L'ISDH nous attirait l'attention sur les lésions digestives d'autres causes que la tumeur, et il y a un certain nombre de traitements cancéreux qui ont des toxicités digestives, les stomatites et les colites en particulier, avec toutes les immunothérapies qui peuvent être à l'origine de saignements digestifs largement aggravés par les anticoagulants. Je vais vous parler des tumeurs cérébrales, qu'elles soient primitives ou secondaires. Ce n'est pas réellement de contre-indication aux anticoagulants quand il y a une indication formelle comme une embolie pulmonaire, alors qu'il y a un risque spontané hémorragique qui n'est pas négligeable. En accord professionnel, on utilise plutôt des HVPM et ces patients ont été exclus de toutes les études. Les études récentes, je vais vous en présenter deux. Il existe une étude rétrospective de 120 patients qui avaient une tumeur cérébrale primitive ou secondaire. L'autre moitié étaient des tumeurs primitives. Il y avait l'autre moitié des métastases, dont 10% de métastases du poumon. Et les taux hémorragiques étaient équivalents. Enfin, il y avait 22 malades qui ont fait des hémorragies, mais uniquement 14 qui avaient des hémorragies intracrâniennes. Cette étude un peu plus récente a permis de comparer des données chez 260 patients atteints de tumeurs cérébrales, qu'elles soient primitives ou secondaires. Et sur ces plaques, vous pouvez voir que les taux d'hémorragie à 12 mois chez les 105 patients atteints de métastases cérébrales étaient nettement moins importants chez les patients qui étaient traités pour leur maladie thromboembolique par les AOD que par HVPM, qu'il s'agisse d'hémorragie intracrânienne modérée ou majeure. Et cette différence est également constatée chez les patients atteints de tumeurs cérébrales primitives. Actuellement, on n'a pas de recommandation pour pouvoir utiliser des AOD plutôt que des HVPM, mais ces études sont plutôt rassurantes. Un petit mot sur les thrombopénies chimio-induites, et en particulier, on attire l'attention sur les plaquettes, le taux de plaquettes avec le risque hémorragique. Quand les plaquettes sont supérieures à 50 giga par litre, on pourrait utiliser des anticoagulants à pleine dose. Si les plaquettes sont plus basses, avec des HVPM, on a tout un tas d'abats pour adapter les posologies. Pour les AOD, on n'a aucune recommandation pour savoir comment les utiliser quand il y a des AOD, ce qui pourrait nous conduire, quand on a des médicaments, des chimiothérapies qui vont induire des thrombopénies importantes, de plutôt utiliser des HVPM. C'est le cas des leucémies aiguës, où les patients qui sont atteints de leucémies aiguës, qui ont des thrombopénies fréquentes et sévères et prolongées, sont amenés souvent à ne pas avoir un traitement efficace anticoagulant, et ces patients ne doivent absolument pas avoir d'avenir. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur le thème quelle tumeur, quel traitement anticoagulant, et moi j'ai envie de répondre à quel traitement anticoagulant pour quel patient. Parce que finalement, ce n'est pas tant la tumeur en tant que telle qui va faire modifier le traitement anticoagulant, mais il faut adapter notre traitement au patient qui est en face de nous. Je vous propose un algorithme dès le choix du traitement initial. On a un patient traité pour cancer qui présente une maladie thromboembolique veineuse. Très nettement, si le cancer est gastro-intestinal avec une tumeur intraluminale non réséquée ou une tumeur génito-urinaire, clairement, il ne doit pas recevoir un AOD et directement être traité par une HVPM. Ensuite, on va évaluer individuellement son risque hémorragique. Soit il a une thrombopénie déjà existante à moins de 50 gigas, soit une chimiothérapie fortement inductive de thrombopénie. S'il a une insuffisance rénale un petit peu limite, ou alors s'il a un poids extrême et en particulier les très faibles poids,
le risque d'accumulation des AOD chez ces patients est probablement important et doit faire préférer une HDPM. En ce qui concerne les tumeurs primitives ou les métastases, dans beaucoup d'articles, cela nous conduit vers une HDPM, mais de manière récente avec la littérature, je pense qu'il faut reconsidérer cette contre-indication qui était jusqu'à présent étiquetée comme être essentiellement des HDPM, et les études récentes nous conduisent à en mener d'autres pour faire de la randomisation et pas uniquement de la série. En ce qui concerne les interactions médicamenteuses, il faut surtout s'intéresser aux inhibitions majeures du cytochrome P450 qui doivent conduire à utiliser des HDPM. Comme je vous l'ai montré sur la précédente plaque, il y a peu de médicaments qui sont réellement préoccupants et des études doivent être réalisées pour savoir ce qui se passe dans la vraie vie. Si aucune de ces molécules, aucune de ces situations n'est utilisée, on peut certainement utiliser des AOD, mais il faudra se méfier si on a un traitement qui est toxique pour le tube digestif, j'ai dit gastrotoxique, mais c'est également colotoxique. S'il y a un risque d'ulcère gastrique ou un risque de colite ulcérée, dont le traitement anticoagulant par AOD risque de provoquer des hémorragies importantes. Néanmoins, toutes ces situations sont susceptibles d'évoluer et les situations peuvent être réévaluées de manière périodique. Je vous remercie de votre attention.